Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. En éducation, le deuxième trimestre est sur les rails depuis ce jour. Les élèves du primaire et du secondaire ont renoué avec les cours après les congés de Noël. Ce trimestre est souvent qualifié du plus important de l'année scolaire. Par conséquent, les élèves sont appelés à redoubler d'ardeur au travail. Libre circulation des personnes et des biens dans la zone CEMAC, la Guinée équatoriale dit non. Les autorités de Malabo sont contre ce processus et si fiers aux autres chefs d'État de la zone Afrique centrale. Le pacte de la libre circulation des personnes et des biens devait donc rentrer en vigueur à compter du 1er janvier de l'année 2014. Nous allons, en deuxième partie de ce journal, comprendre cette réticence du pays de Teodoro Obiangema Mbazorao, qui a d'ailleurs choisi de fermer les frontières entre le Gabon et le Cameroun depuis le 1er janvier. Il n'est donc plus possible que les Camerounais ainsi que les Gabonais entrent en Guinée équatoriale. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. Retrouvons-nous dans quelques instants pour le développement. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Comme l'on a annoncé il y a quelques instants seulement, parlant de la libre circulation des personnes et des biens dans la zone CEMAC, la Guinée équatoriale signe et persiste. Elle dit non. Le pays de Teodoro Obiangema Mbazorao a d'ailleurs fermé ses frontières avec le Cameroun et le Gabon depuis le 1er janvier, une date pourtant choisie pour l'entrée en vigueur du pacte de la libre circulation des personnes et des biens dans la zone CEMAC. Les précisions avec Félelon Maopsen. A las amenazas de los países potentes. Le gouvernement équato-guinéen avait annoncé son refus d'appliquer l'accord de libre circulation des personnes au mois de novembre dernier à l'issue d'une session extraordinaire du Conseil de ministres tenue à Malabo. La décision était rendue par un communiqué du bureau d'information du pays et laissait transparaître la crainte d'une immigration massive vers ce pays peu peuplé, devenu en quelques années seulement le troisième producteur de pétrole en Afrique subsaharienne et un important producteur du gaz naturel liquéfié. La Guinée équatoriale hypothèque aujourd'hui l'espoir que les chefs d'État des pays de la CEMAC avaient consenti le 14 juin de l'année dernière, lors du sommet extraordinaire à Libreville au Gabon, de voir dès le 1er janvier de cette année la suppression du visa dans leur espace communautaire. La réserve de Teodoro Obiangema Mbazorao rompt avec son discours panafricaniste réitéré lors de la conférence de presse internationale qu'il a donnée en octobre dernier à l'occasion de la commémoration de l'indépendance de son pays. J'attends des Africains qu'on adopte une stratégie commune. Pour lutter contre la pauvreté, l'Afrique doit être une entité unique. Si on ne revendique pas notre place, on ne sortira pas de la pauvreté. La Guinée équatoriale s'oppose à la libre circulation des personnes dans la zone CEMAC après plusieurs années de négociations laborieuses qui ont abouti à cet accord, longtemps bloqué par le Gabon, une autre terre d'immigration pour de nombreux ressortissants d'Afrique centrale et de l'Ouest, attirés par des salaires relativement relevés dans la sous-région. Plusieurs jours après l'entrée en vigueur du pacte sur la libre circulation des personnes qui concerne la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Gabon, le Congo, la République centrafricaine et le Tchad, le pays d'Obiangema Mbazorao n'a toujours pas changé d'avis. Au contraire, la Guinée équatoriale, qui compte environ 700 000 habitants, radicalise plutôt sa posture avec la fermeture de ses frontières. Alors, concernant toujours cette actualité sur la libre circulation des personnes et des biens dans la zone CEMAC, un enseignant à l'Institut des relations internationales du Cameroun, IRIC, pense que ce processus est à double vitesse, toute chose qui freine son application. Il s'agit du professeur Jean-Emmanuel Pondi qui réagit dans ce reportage d'Élisée Mbogba et Marcelin Gansop. Sur le terrain de l'intégration sous-régionale, une longue frontière sépare l'Afrique centrale de l'Afrique de l'Ouest. Les États de l'Afrique centrale traînent encore les pieds, alors que ceux de l'Afrique de l'Ouest ont depuis longtemps consacré leur détermination à vivre ensemble, en brisant les frontières qui les séparent. Pour le professeur Jean-Emmanuel Pondi, il faut remonter le fil de l'histoire pour comprendre cet état de choses. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest,
Ils ont une histoire commune avec l'AOF. Ils ont pu faire ce qu'on appelait ECOWAS, Economic Community of West African States, c'est-à-dire la CEDEAO, qui inclut un mastodonte, c'est-à-dire le Nigeria. Et le Nigeria, qui à lui tout seul a plus de 150 millions d'habitants, est en rapport avec des États d'Afrique francophones. Et donc cet espace a été vraiment presque uniformisé, puisque vous pouvez partir de Lagos jusqu'à Dakar avec votre seule carte d'identité, ce qui est quasiment impossible à faire en Afrique centrale. Donc il y a déjà au départ l'AOF, mais on a ajouté à l'AOF la partie anglophone, qui inclut le Nigeria, la Sierra Leone, le Libéria, naturellement le Ghana et autres. Donc ils ont pu harmoniser tout ça. L'aspect en relations internationales est formel. L'intégration au niveau de la sous-région Afrique centrale se fait à 2 vitesses, ce qui fragilise davantage le processus en cours. Il y a d'un côté les États qui ont accepté de marquer le pas vers l'intégration, et de l'autre, ceux qui manifestent plutôt une certaine réticence. La Centrafrique, le Tchad, le Congo sont des pays dans lesquels vous pouvez vous entrer sans visa. Je pense qu'il importe de le dire. L'intégration à ce niveau se fait sans problème. Je parle de l'intégration des populations. Par contre, le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon présentent tous les 3 des problèmes de mobilité des personnes. Peut-être moins des biens, mais surtout des personnes. Et les raisons sont simples. En Afrique centrale, vous avez des industries extractives, ce qu'on retrouve moins dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Donc chacun reste dans son coin, chacun se déclare maître dans son coin, et chacun vit des richesses de l'économie d'extraction. Je pense que c'est ça surtout qui crée une culture d'une sorte d'autarcie qui est favorisée en Afrique centrale par la végétation, par les immenses forêts qui ne rendent pas l'horizon visible. Mais l'universitaire ne partage pas la thèse du pessimisme. Pour lui, l'intégration sous-régionale en Afrique centrale prendra le temps qu'elle prendra, mais elle se fera. Quand vous prenez quelqu'un comme Barthélemy Boganda, il a parlé des États-Unis d'Afrique latine dans les années 40. Donc c'est pas des gens qui sont réfractaires de manière congénitale à l'intégration, non. Mais il y a aussi, il faut bien le dire, le fait que au moment des indépendances, aucun des États qui assurait la tutelle ou qui assurait le mandat ou qui assurait la puissance coloniale n'a voulu que les États africains n'obtiennent leur indépendance comme bloc. Voilà, je vous propose donc de revenir sur ce nom de la Guinée équatoriale concernant la libre circulation des personnes et des biens en deuxième partie de ce journal avec notre invité. On parle de toute autre actualité. À présent, en éducation, les élèves du primaire et du secondaire ont renoué avec le chemin de l'école ce matin. Il s'agit de la rentrée du 2e trimestre, un trimestre qualifié du plus important de l'année scolaire. Les élèves, du moins ce que nos reporters ont rencontré dans la ville de Douala, sont d'ailleurs conscients et ils ont par conséquent pris un certain nombre de résolutions pouvant leur permettre des meilleurs résultats en fin d'année. Je propose de les suivre dans ce reportage de Jean-Johnny Peck et Flore Tamko-Bensi. À peine sortis des congés de Noël, les élèves ont la tête dans les livres et cahiers. Dès le premier jour de classe pour le compte du 2e trimestre scolaire, les apprenants débordent de concentration. Dans une classe de terminale C au lycée Jos de Douala, l'enseignant de mathématiques Casimir Ndechua invite les élèves à remuer leur méninge avec un exercice. Ces derniers disent être conscients du défi qui les attend au cours du trimestre. Un bon programme serait d'abord nécessaire parce qu'au premier trimestre, je n'avais pas de programme d'études. Donc un emploi du temps, un bon emploi du temps et supprimer aussi quelques distractions. Comme par exemple, moins regarder la télé, moins sortir. Mon niveau en matière littéraire n'était pas très bon. J'ai essayé de travailler plus en matière littéraire. Et mon objectif à la fin d'année, c'est d'avoir un bac avec mention très bien ou bien. C'est la même détermination qu'on observe au Sacred Heart College à Nubela Douala. En classe de Form 5, tous ont le cahier ouvert et écoutent attentivement les conseils du préfet d'études,
sur l'importance du trimestre qui commence. Pour ces élèves, la préparation au DCE Ordinary Level doit s'accentuer. Moi particulièrement, j'ai décidé de me mettre au travail, de mettre tout de côté et me concentrer dans mes études parce que c'est vraiment un trimestre très important, le plus important même pour tout le long de l'année. J'ai quand même bien travaillé le premier trimestre, sauf que maman ne m'a pas plu. Ce qui fait donc que je me suis mis en sorte, donc comme une résolution pour ce trimestre, de bien travailler. Même les apprenants inscrits en classe intermédiaire ont leur résolution. Doubler d'ardeur au travail afin de passer avec une bonne mention en classe supérieure. Le premier trimestre, j'ai m'amusé un peu, j'ai mal travaillé, mais je me suis rendu compte qu'il faut que je passe vraiment pour aller en quatrième. Plus travailler en français, les matières là où je suis faible, en maths. Le deuxième trimestre est une période charnière dans le calendrier scolaire, soulignent les éducateurs. Un moment de beaucoup de distractions aussi, notamment avec la semaine de la jeunesse, celle du bilinguisme, les jeux FENASCO et bien d'autres. Les encadreurs invitent par conséquent les élèves à ne pas se laisser distraire et à faire preuve d'une bonne gestion du temps qui leur est imparti. En religion, les évêques du Cameroun soucieux de la condition des personnes indigentes. C'est la substance du discours d'ouverture de la 3e session de la conférence épiscopale du Cameroun prononcée ce lundi à Douala par Monseigneur Samuel Cléda. Les précisions avec Mitterrand Dam et Flavien Valondongo. Les fonds de caisse de solidarité initiés par l'Église catholique du Cameroun ne seront plus utilisés à des fins personnelles des responsables des paroisses, mais plutôt pour l'aide aux personnes sans la certitude d'un avenir meilleur. Lorsque nous annonçons l'Évangile, nous devons, n'est-ce pas, s'occuper de ceux qui souffrent, de ceux qui ont plus, de ceux qui n'ont rien, s'occuper de l'homme en général. Deux dimensions que nous visons dans l'évangélisation. Il y a d'abord, n'est-ce pas, proclamer l'Évangile comme tel. Et cet Évangile, deuxième aspect, qui favorise la promotion sociale. Selon des prélats, la nature profonde de l'Église s'exprime à travers une triple mission. L'annonce de la parole de Dieu, la célébration des sacrements et surtout le service de charité. La conférence épiscopale nationale du Cameroun, qui a pris ses quartiers à Douala, regroupe une vingtaine d'évêques pour réfléchir sur la nouvelle évangélisation, mais surtout sur la caritas. Après avoir célébré, n'est-ce pas, le synode justement sur la nouvelle évangélisation, nous voulons, n'est-ce pas, appliquer, n'est-ce pas, l'exhortation post-synodale ici chez nous. Et ça demande, n'est-ce pas, un temps de réflexion. Il est question à travers cette nouvelle vision de l'Église catholique du Cameroun d'amener chaque évêque à organiser et restructurer dans son diocèse le processus d'utilisation des fonds récoltés, fruits de la générosité des fidèles et des hommes de bonne volonté au profit des affamés, des sans-logis, des laissés pour compte et des personnes sans assistance médicale, entre autres. Les travaux qui se déroulent dans la capitale économique sous le thème « La charité au service de la nouvelle évangélisation » prennent fin samedi prochain par une série de déclarations et d'engagements. Parlons à présent des populations de Boya, le chef-lieu de la région du Sud-Ouest, qui se disent déçus du discours du président de la République à la nation. C'était le 31 décembre dernier. Il reproche au président Paul Biya de n'avoir pas fait mention de la célébration du cinquantenaire de la réunification dans la ville de Boya devrait abriter les manifestations. Les précisions avec Déric Diator et Jean-Paul Chumiat. Boya, chef-lieu de la région du Sud-Ouest Cameroun, en ce mois de janvier 2014. Depuis des mois, l'une des premières capitales politiques du Cameroun prend chaque jour un éclat de beauté dans l'attente de la célébration du cinquantenaire de la réunification, annoncée selon des sources pour la fin d'année 2013. Il ne plaît pas, puisqu'il faut qu'il nous donne vraiment une date. Nous l'avons attendu déjà fatigué ici dans la région. Si l'on s'en tient à la célérité des travaux observés au cours des 3 derniers mois de l'année écoulée, le Sud-Ouest est resté accroché aux lèvres du président de la République durant son message de fin d'année à la nation. Et Paul Biya n'a dit mot sur ce sujet. C'est vraiment bizarre. On attend le chef. Ah, on a fait tout. Chaque jour, on est en route en train de travailler. Ceci, cela. Finalement, ils ne viennent pas, ne nous même pas dit. Et ils n'ont même pas dit ce qui s'est passé. Est-ce que c'est normal? Non. On est déçus, tous les Camerounais. Démobilisation et découragement auraient déjà gagné la population et même le Cameroun tout entier
qui attendent cet événement depuis 4 ans. Pour ces habitants de Buea, le silence présidentiel sur la tenue du cinquantenaire de la réunification est incompréhensible. Viendra-t-il ici pour célébrer le 50e ou le 54e anniversaire de la réunification? Ils soutiennent par ailleurs que l'absence d'informations sur la date réelle de cet événement est une violation de l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme, ratifiée par le Cameroun en 1999. L'année 2014 a donc démarré. D'aucuns s'interrogent toujours à quand la tenue des festivités marquant le cinquantenaire de la réunification des deux Camerouns. Un mariage survenu entre le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone le 1er octobre 1961. Les bouteilles de gaz domestique passent-elles à la balance avant leur commercialisation? Difficile de répondre à cette question. Pourtant, l'opération lancée il y a quelques semaines était censée résoudre le problème de délestage des bouteilles de gaz de leur contenu initial. Mais sur le terrain, vendeurs et acheteurs ont du mal à s'arrimer à cette nouvelle donne. Voici le reportage de Aïk Cyril. Une bouteille de gaz domestique dans un porte-tout. Le propriétaire vient de s'en procurer dans un magasin et rentre chez lui sans se soucier du regard des autres. A-t-il pris la peine de s'assurer que la bouteille qu'il vient d'acheter mesure le poids normal? Pas si sûr. L'idée de faire peser les bouteilles de gaz était pourtant appelée de tous leurs vœux par les ménagères. Si c'est mieux de le peser, c'est bien. Là, on serait sûr que le poids est normal. Quand on pèse, tu es sûr du gaz que tu paies. Donc, tu ne dois plus payer les fraudes. Pour démontrer leur innocence, marketeurs et revendeurs sur qui pesaient les soupçons de délestage des bouteilles de gaz de leur contenu initial avaient adhéré à l'idée de passer les bouteilles de gaz à la balance. En tant que vendeur de gaz, j'ai d'abord mon kilo, ce qui permet que quand mes clients viennent, s'ils veulent un peu contester, je lui donne cette balance. Donc, il prend ça avec. Ça lui permet de voir déjà le poids de la bouteille avant de rentrer chez lui. Donc ça, c'est une mesure de précaution. Quelques jours après le passage des équipes de contrôle de la délégation régionale des mines, de l'industrie et du développement technologique, pas sûr qu'à l'instar de ces deux gamins qui reviennent du marché bouteilles de gaz domestique entre les mains, les consommateurs aient pu obtenir leurs bouteilles après les avoir passées à la balance. Les détenus de la prison d'Edéas, le chef-lieu du département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, appellent les autorités judiciaires à plus de célérité dans le traitement des dossiers en souffrance au tribunal. Ils ont surtout déploré les mauvaises conditions d'incarcération dans un univers surpeuplé. C'était au cours d'une cérémonie de journée porte ouverte organisée dans cette prison. Voici à cet effet le reportage de Rodin Gassi et Jean-Paul Chouniat. Le public a rarement vu une prison camerounaise organiser des journées portes ouvertes. La prison centrale d'Edéa le fait non pas pour laisser ses détenus filer dans la nature. Les journées portes ouvertes pour nous permettre aux détenus de se distraire, d'oublier un temps soit peu qu'ils sont en prison et de communier ensemble avec leur famille à l'intérieur même de la... Comme dans toutes les maisons d'arrêt à travers le Cameroun, la prison d'Edéa maille à partir avec la vétusté de ses infrastructures qui date de 1933. La toiture a pris de l'âge, l'eau de pluie coule partout, mettant en mal les conditions de vie des pensionnaires de ce pénitencier vieux de 81 ans. Ah oui, les exigences telles que le besoin de latrines, de l'approvisionnement facile en eau potable, des foyers améliorés pour notre cuisine sont celles qui se vivent au quotidien par les détenus que nous sommes. La surpopulation carcérale est la principale source du mal-être des 400 détenus. Prévu pour accueillir 150 prisonniers à sa création en 1933. L'extension de cette maison de détention ne résout toujours pas la question de la surpopulation carcérale. Les années précédentes, l'effectif pléthorique n'excédait pas 250 détenus. Or, de nos jours, nous accusons une surpopulation, laquelle donne effet à une très grande souffrance à cause de la lenteur des dossiers au niveau de la justice. Ici, tout y manque, kits médicaux, soins de santé appropriés et denrées alimentaires de première nécessité. Les prisonniers d'Edéa entament l'année 2014 avec un peu de souris sur les lèvres et un brin d'espoir dans le cœur. Des âmes de bonne volonté venus leur remettre matelas, médicaments et de la nourriture.
Il s'appelait Robert Mbelambapé, ancien ministre de l'Éducation nationale. Il n'est plus de ce monde. Ce haut commis de l'État a eu à occuper plusieurs fonctions durant sa carrière. Voici la carrière du disparu revisitée par Yannick Mbazoua. Portail fermé, rue déserte, l'ambiance qui règne au domicile du feu Robert Mbelambapé est morose. Né le 21 octobre 1937 à Eboné, arrondissement de Konsamba, département du Mungo dans la région du littoral, le petit Robert vient de se fermer éternellement en France à l'âge de 77 ans. Docteur en droit privé et lauréat de la faculté de droit de Bordeaux pour toutes les thèses de droit soutenues de 1968 à 1969, Robert Mbelambapé a occupé 3 fauteuils ministériels. Ministre des Postes et Télécommunications du 18 juin 1983 au 4 février 1984, puis ministre de l'Éducation nationale, d'abord du 7 juin 1984 au 9 avril 1992, puis du 27 novembre 1992 au 19 septembre 1996, après la période trouble des élections présidentielles. Quelques années plus tard, l'homme revient aux affaires comme ministre de la Justice le 18 février 2000. Diplômé d'études supérieures de droit privé, avec mention assez bien, ce magistrat hors hiérarchie a imprimé ses marques dans les tribunaux du Cameroun. Procureur de la République près le tribunal de première instance de Yaoundé, secrétaire général du ministère de la Justice, procureur général de la Cour suprême, la liste est loin d'être exhaustive. Ancien membre du comité central du RDPC et auteur de nombreuses publications dans les revues juridiques locales et internationales, c'est un véritable justicier que vient de perdre le Cameroun. Les nouvelles au-delà de nos frontières à présent. Omar El-Béchir en déplacement à Juda, la capitale du Soudan du Sud. Il fait donc ses déplacements au moment où les pourparlers viennent de commencer entre les hommes de Salva Kiir et ceux d'Eria Machar. Les précisions avec nos confrères de France 24. Une étreinte amicale entre 2 hommes dont les relations sont d'ordinaire bien moins chaleureuses. Arrivé à Juba lundi matin, le chef d'État soudanais Omar El-Béchir s'est immédiatement rendu au palais présidentiel pour rencontrer son homologue Salva Kiir. Signe de l'urgence de la situation, Omar El-Béchir est conscient que le conflit qui fait rage chez son voisin du Sud depuis maintenant 3 semaines peut avoir de graves répercussions sur son propre pays et notamment sur la production pétrolière. Les 2 pays envisagent par ailleurs le déploiement d'une force mixte pour protéger les champs pétroliers. Nous sommes convaincus qu'un conflit armé ne peut créer que des complications qui ne feront que nuire à la population. Les différentes parties doivent revenir à la table des négociations. Des négociations qui ont commencé lundi après-midi en Éthiopie après avoir été maintes fois reportées. Au centre de ces discussions entre représentants du gouvernement de Salva Kiir et de la rébellion menée par l'ancien vice-président Riek Machar, la mise en place d'un cessez-le-feu. Des pourparlers compliqués, les 2 parties campent sur leur position. Les rebelles continuent d'exiger la libération de 11 de leurs membres détenus par les autorités, mais le gouvernement refuse toute condition préalable. Il est hors de question que l'on puisse nous demander de libérer des personnes arrêtées et inculpées. Elles seront libérées uniquement en respectant la loi de la République du Soudan du Sud. Les affrontements ont déjà fait des milliers de morts et près de 200 000 déplacés. Je vous invite à présent, mesdames, messieurs, à nous rejoindre dans la deuxième partie de ce journal. Nous allons parler de l'intégration de la libre circulation des personnes et biens dans la sous-région Afrique centrale. Bienvenue une fois de plus, chers téléspectateurs. Alors, comme je le disais il y a quelques instants, la Guinée équatoriale vient de dire non au processus de libre circulation des personnes et des biens qui devrait pourtant rentrer en vigueur à compter du 1er janvier de l'année 2014. C'était une volonté des chefs d'État membres de cette sous-région. Pour en parler, nous recevons le docteur Dominique Wansi. Bonsoir. Non, Joël Wansi. Joël Wansi, bonsoir. Bien, bonsoir.
Alors, avec vous, nous allons essayer de comprendre les raisons qui ont motivé l'autorité de Malabo à ne pas respecter cette volonté de ses pairs de la sous-région. Mais avant, qu'est-ce qui peut être, pourquoi est-ce que la libre circulation des personnes et des biens est importante dans une zone comme la CEMAC ou alors partout ailleurs en Afrique? Oui, pour des objectifs de développement, lorsqu'on veut atteindre les objectifs de développement dans une communauté d'État, alors on parle de libre circulation des biens. La libre circulation des biens induit certains facteurs, induit certains avantages, tels que la libre circulation des services et le développement dans certains secteurs. Et la libre circulation des biens fait appel à certains investissements qui peuvent être des investissements transversaux. Parce que n'oubliez pas que la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale n'est pas suffisamment peuplée. Alors, elle fait appel à des projets. Et ces projets doivent être des projets qui couvrent plusieurs États. D'abord, au niveau des services, je crois que la libre circulation des personnes et des biens offre beaucoup d'avantages, puisque vous pouvez on peut partager certaines expériences et elle permet aussi la transversalité de certaines technologies acquises par certains États. Alors vous ne faites que faire allusion là, faire mention là des avantages. Oui. Alors comment comprendre que la Guinée équatoriale refuse donc tous ces avantages et se referme sur elle-même? Je crois qu'il faut clarifier les choses. La Guinée équatoriale est un État souverain. Et nous étions, en parlant d'accord sur la libre circulation des personnes et des biens, il s'agit d'un traité. Et quand il s'agit d'un traité, un État peut librement émettre des réserves par rapport à l'applicabilité d'un traité, quitte à reporter l'application du traité ou encore les effets du traité quant à sa souveraineté, quant à sa personne morale. Bien, venons. Les trois raisons qui amènent la Guinée équatoriale à différer ou encore à refuser l'application du traité sont d'abord la sécurisation des frontières, la viabilisation des modes d'identification des personnes et ensuite la transmission entre États des fichiers portant sur des grands criminels. Donc la Guinée équatoriale attend que soit noué le partenariat entre Interpol et l'Afrique centrale. Non, mais ces trois préoccupations ou alors raisons telles que vous venez de les évoquer n'interpellent pas seulement que la Guinée équatoriale. Justement. Ça devait interpréter tous les pays de la sous-région. Pourquoi la Guinée équatoriale se sent-elle plus concernée, comme si on pourrait le dire que c'était une cible de la sous-région par rapport vis-à-vis La Guinée équatoriale dit tout haut ce que certains pays pensent tout bas. Donc c'est pourquoi la Guinée équatoriale est indexée. Mais la sécurisation ou encore l'insécurité dans le golfe de Guinée a montré que beaucoup de pays, 3 pays ne sont pas toujours prêts à accepter la libre circulation des personnes et des biens. La libre circulation des personnes et des biens, l'expérience ouest-africaine peut être séduite, mais il faut comprendre que ce n'est pas le même contexte, c'est-à-dire les conditions objectives du milieu ne sont pas les mêmes. Ces conditions objectives du milieu sont, je prends par exemple le cas des pays en guerre. Libre circulation des biens veut dire aussi libre circulation des armes. Et on n'a pas suffisamment atteint un degré de désarmement qui puisse mettre en confiance des États souverains. Mais il faut quand même mentionner par rapport à ce dernier aspect, vous parlez de la libre circulation des armes. Les pays voisins à la Guinée équatoriale ne sont pas en guerre. Alors, pourquoi est-ce que ces pays se sentent-ils aussi réticents? Est-ce que c'est parce qu'il connaît un boom économique, notamment avec son pétrole Je pense qu'il y a d'abord la préservation de la souveraineté des États, la sécurisation des États. N'oubliez pas que le Congo a été en guerre. Il y a encore des armes qui sont cachées en brousse. N'oubliez pas que le Tchad a été en guerre, Centrafrique est en guerre. N'oubliez pas que, n'ignorons pas que la plupart des acteurs de la guerre en Centrafrique sont venus je parle avec réserve, sont venus certains du Tchad,
Donc, les réserves de la Guinée équatoriale sont des réserves tout à fait légales d'abord. Ensuite, on va rechercher leur légitimité par rapport aux conditions objectives dont je vous ai parlé. Docteur Emmanuel Wansi, si on s'en tient, Joël Wansi, autant pour moi, si l'on s'en tient à cet argument, on pourrait prendre le cas de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire a été en guerre, et même le Mali, mais cela n'a pas pour autant poser une préoccupation sur la libre circulation des personnes et des biens dans cette sous-région. Lorsque le Mali est en guerre, lorsque la Côte d'Ivoire était en crise, la question de la libre circulation des personnes et des biens ne se posait pas, parce que la CEDEAO les pays de l'Afrique de l'Ouest ont une vieille tradition de libre circulation des personnes et des biens. N'oubliez pas que le Conseil de l'Entente est l'une des plus vieilles organisations sous-régionales en Afrique de l'Ouest. Donc, ils avaient déjà la tradition de l'association, du regroupement, même avant les indépendances. Et il faut le dire, et le rappeler aux téléspectateurs, que le processus d'indépendance en Afrique de l'Ouest s'est fait par regroupement au sein du RDA, du Rassemblement démocratique africain. Donc, ils avaient déjà cette tradition avant les indépendances. C'est cette tradition qui a motivé la création de certaines organisations, notamment de l'ECOWAS, c'est-à-dire la CEDEAO. Quelle pourrait être la réaction des autres chefs d'État membres de la sous-région? Est-ce qu'on pourrait assister à une exclusion Non, on ne peut pas parler d'exclusion. Je pense qu'il faut être patient. Il faut être patient et reconnaître que les réserves de la Guinée équatoriale sont des réserves tout à fait légales dans le droit des traités. Un pays peut émettre des réserves, pourvu que ces réserves ne ruinent pas totalement le substrat, c'est-à-dire ne ruinent pas totalement le substrat du traité. Pourtant, il a pris à contre-pied les résolutions issues du sommet de Libreville du 14 juin 2013. C'est un processus. Et dans les accords, il y a des processus. Et le Parlement équato-guinéen n'a pas encore ratifié le principe de la libre circulation des personnes et des biens. Donc les réserves étaient tout à fait légales en matière de droit des traités. Alors, devrait-on, je ne sais pas, ou alors revoir les termes ou alors les conditions de cette mise? Elle serait d'ailleurs quoi? Quelles seraient d'ailleurs les conditions pour permettre une libre circulation dans la zone CEMAC? Je parlais de la sécurisation des frontières, la sécurisation du golfe de Guinée. N'oublions pas que les décisions qui ont été prises lors du sommet sur la sécurité dans le golfe de Guinée n'ont pas encore été appliquées entièrement. Donc il est tout à fait normal que certains pays parlent de la sécurisation. Il y a le problème d'identification, la viabilisation de l'identification des personnes. Il faut savoir qui est qui. Mais on peut aussi dire que savoir qui est qui n'est pas facile. Mais il y a le fait que les États se changent des fichiers en matière de sécurité, et notamment en ce qui concerne les grands criminels. Et moi, je rajouterais qu'il faut une certaine harmonisation du droit pénal dans les États, parce qu'il y a une criminalité transfrontière, notamment sur les questions qui concernent le braconnage. Il ne faut pas qu'une peine soit diminuer, ou du moins une peine soit légère pour un État et grave pour l'autre. Donc il se pose dans le cadre de la CEMAC une question d'harmonisation aussi du droit pénal. Voilà, merci Dr Joël Wansi. Nous comprenons que la sécurité est primordiale pour la libre circulation des personnes et des biens dans la zone CEMAC. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est bientôt la fin de cette édition du journal. Dans quelques instants seulement, ce sera la page météo. Juste après, l'émission 100% foot. Une présentation de Sylvestre Hippolyte Zangaou. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure.